Bonjour à tous, je suis Raphaël Serror, rhumatologue à l'hôpital Bicêtre et je co-coordine le registre ARTRE, arthrite rhumatoïde et anti-TNF. Bonjour à tous, Adeline Russen-Vitran, je suis rhumatologue au CHU de Toulouse et je suis la deuxième coordinatrice du registre ART. Nous allons pouvoir vous présenter les nouvelles données du registre mises à jour tout récemment au mois de novembre 2021. Je vous rappelle que ce registre avait pour objectif d'évaluer en vie réelle l'efficacité et la tolérance des anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde en France, près de 20 ans après leur commercialisation, donc avec un profil patient très différent des anciens registres européens montés au début de ces molécules. Les objectifs secondaires vont être des comparaisons avec les autres registres de biothérapie ou de thérapeutique ciblée, en particulier le registre MAGIC de la SFR, de voir quelle est à notre époque la place des anti-TNF dans l'arsenal thérapeutique et l'utilisation des biosimilaires. On verra des premiers résultats tout à l'heure. Et aussi de proposer par rapport à tous les anciens registres une e-cohorte, une cohorte où les patients remplissent eux-mêmes leurs données pour obtenir des données complémentaires et faire des études ancillaires. Les résultats sur les inclusions actuelles, déjà c'est un registre pour lequel nous avions objectif d'inclure 1500 patients. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes à notre objectif. On va dépasser un petit peu les inclusions prévues jusqu'à 1535 pour les quelques inclus à tort ou les perdus de vue très rapidement. Mais le registre a tenu ses objectifs. Donc, sur les patients réellement effectifs, donc 1486 sur les 1507, la majorité a eu une visite d'inclusion saisie et c'est ces données-là que je vais vous présenter. Vous voyez que près de 990 patients ont un an de suivi et 878 d'entre eux ont des données. L'analyse a été faite sur la base de données gelée et extraite au 10 novembre 2021. Sur ces 1507 patients, voici le profil d'anti-TNF choisi. Une grande majorité d'étanercept, on verra la différence entre biosimilaire et princeps tout à l'heure. L'adalimumab, 344 patients, 156 patients sous certolizumab, 151 sous golimumab et, comme on le voit dans nos services, 70 seulement sous infliximab. Sur les répartitions, on voit que les biosimilaires ont pris leur place pour l'étanercept, pour l'adalimumab en particulier, et également pour l'infliximab, où on a quasiment que des prescriptions de biosimilaires, puisque le biosimilaire était disponible dès le début du registre. La plupart des patients ont un traitement de fond associé, 82% des patients. Dans 85% des cas, il s'agit du méthotrexate. 50% des patients ont une corticothérapie associée à une dose moyenne de 9 mg. Sur le nombre de traitements pris antérieurement, 1 à 2 traitements de fond pris antérieurement, 1,5. La plupart des patients sont en deuxième ligne de traitement, donc 40%, ils n'ont eu qu'un traitement de fond avant. Et très peu ont eu des biothérapies antérieurement, puisque 296 ont eu une ligne de traitement, 121 deux lignes et 72 trois lignes de traitement antérieures. Donc nous sommes en majorité sur des premières lignes de biothérapie. Sur les patients qui ont eu donc des biothérapies antérieures, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'anti-TNF, 119 étanercept, 71 adalimumab, 25 certolizumab, donc une majorité d'étanercept. 100 patients ont reçu de l'abatacept, 100 du tocilizumab et 55 du rituximab. L'APR a en moyenne 8 ans chez ces patients, donc relativement tardif pour des premières lignes de biothérapie. 79% des patients sont facteurs rhumatoïdes positifs ou anti-CCP positifs. La moitié ont une maladie érosive et le DAS moyen à l'inclusion est à 4,4, que ce soit en DAS 28 VS ou DAS 28 CRP. Donc une maladie modérément active.
On commence à avoir les premières données de maintenance, puisque je vous disais que près de 900 patients du registre ont maintenant atteint leur 1 an de suivi avec des données. Et on ne donnera pas plus de détails parce que ces données sont pour l'instant provisoires et doivent être consolidées. Mais on voit que le maintien à 1 an du premier anti-TNF est aux alentours de 62-65% des patients qui sont toujours sous l'anti-TNF à 1 an de traitement. Donc voilà un petit peu la figure et le pattern de prescription des anti-TNF sur un registre, comme nous l'avons vu, qui a débuté en 2017, donc sur les années 2017-2021, avec une grande majorité de première ligne pour ces anti-TNF. Alors, comme Raphaël vous l'a dit tout à l'heure, l'originalité du registre ART par rapport aux autres registres existants, c'est qu'on a profité de l'inclusion des patients dans ce registre pour leur proposer de participer à une e-cohorte, c'est-à-dire que les patients répondent de façon mensuelle à des questionnaires qui sont soumis en ligne sur l'état d'activité de leur maladie, sur les traitements qu'ils prennent et également sur des problèmes de tolérance qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur suivi. Donc là, vous avez la courbe d'inclusion des patients dans la e-cohorte. Donc actuellement, on a 525 patients participant à la cohorte ART. Alors, c'est pas l'ensemble des patients parce que, évidemment, certains patients qui sont inclus dans le registre n'ont pas accès à Internet ou refusent de participer tout simplement. Mais on a quand même plus de 500 patients actifs dans cette e-cohorte. Alors, à ce sujet, la e-cohorte est une cohorte qui est très dynamique et qui permet notamment de faire des enquêtes flash sur les patients et il est tout à fait possible de leur soumettre des questionnaires supplémentaires. Et donc, nous avons profité de cette e-cohorte et du contexte sanitaire pour faire une étude sur la COVID-19 qu'on a soumis aux patients de la e-cohorte. Et on va vous présenter également une autre étude qui est aussi publiée sur les premières données d'inclusion finalement de cette e-cohorte sur la prescription des biosimilaires. Donc, ce travail sur la e-cohorte, nous l'avons mené en juin 2020. Nous avons proposé à tous les patients qui étaient suivis de remplir un questionnaire supplémentaire qui a été soumis au mois de juin aux patients et sur la façon dont ils avaient géré le contexte sanitaire et notamment si, donc on se souvient, c'était à l'issue de la première vague épidémique et si les patients avaient eu des difficultés notamment à voir leur rhumatologue, s'ils avaient arrêté leur traitement par crainte de l'infection et un certain nombre de questions liées à la gestion de l'épidémie. Donc, ce qui relève de ce travail, c'est qu'en fait, globalement, ça a eu assez peu d'impact sur le suivi des patients. La majorité ont pu poursuivre leur traitement et assez peu l'ont arrêté par crainte de l'épidémie. Donc, ce premier travail a été publié l'an dernier sous forme de commentaires dans Annals of Rheumatic Disease. Et nous avons également un deuxième travail qui vient d'être accepté dans Joint Spine, qui, cette fois-ci, s'est intéressé à la prescription des biosimilaires en France. On a eu la chance finalement d'ouvrir le registre au moment où les biosimilaires d'anti-TNF arrivaient, en tout cas pour ceux qui étaient prescrits par voie sous-cutanée en France. Et donc, on a pu voir comment les rhumatologues ont commencé à prescrire les biosimilaires au fil du temps. Et nous avons pu montrer que pour les biosimilaires d'Etanercept, il y avait une progression de prescription qui était assez progressive sur 2 ans, avec environ plus de 90% des prescriptions qui se faisaient en biosimilaire lors de l'initiation d'Etanercept au deuxième trimestre 2019. Et pour les biosimilaires d'adalimumab qui sont arrivés un petit peu plus tard, donc en fin 2018, là on a une progression de la prescription qui était beaucoup plus importante et plus rapide dès 6 mois après leur disponibilité sur le marché, avec une prescription qui était de l'ordre de 100% au deuxième trimestre 2019. Donc, on a regardé un petit peu s'il y avait des disparités géographiques et on a pu voir effectivement que certaines régions de France
prescrivait moins de biosimilaires en initiation que d'autres. Et on a essayé également d'identifier s'il y avait des facteurs patients qui faisaient qu'on proposait plus facilement un biosimilaire en initiation. On a pu identifier une différence pour le sexe où il y avait un peu plus de biosimilaires chez les femmes et également un petit peu plus de biosimilaires lorsque, enfin, un nombre moyen d'anti-TNF antérieurs qui était un peu plus important chez les patients qui initiaient en princeps par rapport aux biosimilaires. Donc, ce travail vient d'être publié dans John Boyne Spine. Et puis, cette cohorte reste dynamique puisqu'on a d'autres projets en cours sur notamment les données d'inclusion. On devrait pouvoir geler la base au premier trimestre 2022 puisque les inclusions sont vraiment en train de se terminer. Et on va pouvoir également avoir les premières données sur le suivi des patients au cours de l'année 2022. En tout cas, la base reste ouverte à de nombreux projets et il y a un conseil scientifique qui se réunit 1 à 2 fois par an pour valider tous les projets scientifiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, beaucoup de remerciements car ce registre n'existerait pas sans le support de notre société savante, la SFR, qui est promoteur, les centres investigateurs et vous tous qui incluez au quotidien les patients et les suivez, aux patients eux-mêmes pour accepter de participer à cette cohorte et aussi être proactifs dans le cadre de cette e-cohorte, nos collaborateurs, Raxi, Sanoya et Axial. Évidemment, un grand merci à tous les sponsors de la cohorte ART dont les logos sont affichés ici. Donc, merci beaucoup à ces laboratoires qui nous permettent de conduire des travaux de recherche qui sont très utiles pour la communauté scientifique et rhumatologique.